Bonjour, Mbote. Ici Paris, notre première rencontre dans l'émission L'Europe parle aux Congolais avec M. Thierry Kabil, un Antillais qui a perdu sa mère, décédé dans un flou total dans un hôpital public de la région parisienne. C'est l'affaire emblématique du trafic d'organes et des détournements de cadavres selon le comité de soutien dans cette affaire emblématique et son avocat Dominique Kunku et M. Christian Cotten sont déjà dans ce studio grandiose qui appartient à un Congolais de la République démocratique du Congo. Vers la fin de cette édition, notre Momekano jeu concours qui peut vous faire gagner $100 en répondant à 2 questions posées. Le Sako Tika Ye Asala. Ye, c'est le peuple congolais dans ses droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mbote Sakamaché, Monsieur Thierry Kabil, merci de nous raconter cette affaire qui fait mal parce que vous avez perdu votre mère et votre mère qui vous a laissé un héritage, c'est-à-dire des convictions et le sens des valeurs. Tout à fait. Et c'est le sens de ces valeurs qui fait que je suis là aujourd'hui. Et je te remercie, ainsi que toute la régie, pour cette invitation qui va me permettre donc, en tout cas, d'informer une grande partie du monde sur ce drame que nous vivons ici en France, qui a été donc l'assassinat de ma maman pour un trafic d'organes. L'histoire commence par une simple douleur au mollet. Et notre maman donc rentre dans cet hôpital pour vérifier s'il n'y avait pas de phlébite. Il se trouve que rapidement, il décèle qu'elle n'a aucune phlébite. Mais elle restera à l'hôpital. Pour quelle raison? On le découvrira plus tard, puisque notre maman, nous la retrouvons dans une pièce avec du sang sur les mains, sur les murs, sur les plafonds, comme si c'était battu dans cette pièce. À l'issue de ça, nous avons donc demandé une autopsie, et cette autopsie a été falsifiée en mettant le cadavre de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons lu ce rapport, on découvre que ce rapport décrit une femme blanche, avec un poids supérieur, avec une taille supérieure, une personne totalement édentée, et c'est ce qui a fait que nous avons donc obtenu une exhumation. Lors de cette exhumation, ils ont donc convié les personnes, enfin la famille, à 8h30, ainsi que la police, qui devait donc assister cette autopsie. Mais voilà que le doute qui s'était installé chez nous fait que nous arrivons devant les portes du cimetière à 5h30 du matin. À 6h, une personne rentre dans le cimetière. Nous nous présentons comme étant la famille pour pouvoir rentrer avec lui, car il y a un article qui est le 2213-40 du Code de la police funéraire qui stipule que la famille doit être présente. Mais cette personne refuse notre présence, rentre seule dans l'enceinte du cimetière, referme la porte derrière elle, et à 8h30, quand on rentre dans ce cimetière, nous découvrons qu'il y a 14 personnes au total. Notre question, à quelle heure sont rentrées les 13 personnes, sachant que nous, on était là à 5h30 du matin, et qu'au final, l'opération, quand on rentre, est déjà faite. Donc, ils n'ont pas respecté les règles. Il se trouve que nous avons donc demandé de participer donc à cette autopsie suite à l'exhumation, et nous avions prévu donc d'identifier le cadavre avec le dentier, parce que cette autopsie, cette exhumation s'est faite 2 ans et demi après. Et on s'est dit que le dentier, s'il ne rentre pas, c'est pas notre maman, s'il rentre, c'est elle. Parce qu'on a 3 façons d'identifier un cadavre: l'empreinte génétique, l'empreinte dentaire et l'empreinte... il y a l'empreinte génétique, l'empreinte dentaire et l'empreinte digitale. Et avec le dentier, qui fait partie de ces 3 solutions, il devait rentrer. Il se trouve que le dentier ne rentrait pas dans la mâchoire de la défunte. Donc ça n'était pas elle. Mais malgré cela, ils ont persisté à dire que c'était notre maman, et ils avaient donc des tests d'ADN qui disaient plus ou moins que c'était elle.
Des années plus tard, on découvre que dans un rapport d'autopsie, il y a donc un des experts qui stipule que ça n'est pas, qu'ils n'ont pas. Le rapport dit que, littéralement, ce qu'il dit, c'est que il n'y a pas d'ADN, dans le rapport d'ADN, que c'est absent. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Il dit que le rapport, voilà, il n'y a pas de rapport que le rapport est vide. Donc, à l'issue de ça, ce que nous avons fait, nous avons donc demandé par courrier, nous avons demandé donc l'ADN, et la réponse du juge a été vraiment fulgurante. Elle nous a dit, non seulement vous n'aurez pas le rapport d'ADN, mais on a été condamné à 15 000 € d'amende. Aujourd'hui, on se retrouve donc, avec le temps, en menant notre propre enquête, avec 3 actes d'état civil pour une seule personne. Et c'est ce document qui est là, ici. Et donc là, ce que je vous montre ici, c'est la page d'un registre de l'état civil. Et notre maman, aujourd'hui, à ce jour, se retrouve avec 3 actes d'état civil pour une seule personne, 3 actes de décès. Or, on ne peut... chaque personne, quand elle naît, elle a un acte de naissance, et quand on le décède, on a un acte de décès. Notre maman se retrouve avec 3 actes de décès pour une personne morte une seule fois. Mais, monsieur Thierry Kabil, selon une émission de télévision d'un journaliste français dans un média très important ici en France, il a dit que ce jour-là, au lieu de voir le corps d'un adulte, on a vu le corps d'un enfant. Est-ce que c'est vrai? Oui, lorsqu'on a donc découvert donc le contenu de ce cercueil, pour y avoir participé, il y avait donc un amas de chair sanguinolent après 2 ans et demi sous terre, ce qui est impossible, puisqu'on sait bien que le sang s'oxyde rapidement, et en aucun cas le sang peut rester 2 ans et demi intact et rouge vif. Et il y avait effectivement cette petite cage thoracique d'enfant, et c'est là où on s'est vraiment posé la question par rapport à toutes ces disparitions, tous ces enfants qui disparaissent. Comment se fait-il qu'on ne les retrouve jamais? Et la réponse, je l'avais devant moi, puisqu'effectivement, le cercueil, c'est la meilleure cachette qu'on puisse trouver pour qu'un corps ne soit jamais retrouvé. Donc après 2 ans, pour un cercueil qui était sous terre, vous avez vu du sang? Du sang rouge. Alors, les photos sont là, c'est vrai que c'est pas toujours évident de montrer ce genre de photos, parce qu'il y a toujours des âmes sensibles. On va revenir sur les documents que vous avez là. Donc, vous confirmez ce que ce journaliste qui vous a reçu? Oui, c'était donc... on a été reçu c'était avec sans aucun doute, avec Julien Courbet. Et effectivement, donc, lors de l'enquête, il a même rajouté, parce qu'il y avait un médecin qui s'appelle Dominique Courtois, qui a dit textuellement que, lorsqu'il a découvert le contenu, qu'il y avait 36 cadavres dedans. Il y avait tout sauf un cadavre. Parce que c'est un cercueil qui est vraiment rempli de morceaux de chair. On se demande d'ailleurs comment cela est-il possible. Et que notre maman, elle, c'était un seul corps. On aurait dû retrouver des ossements après 2 ans et demi sous terre, ce qui n'était pas le cas de ce contenu. Mais est-ce que ceux qui nous suivent à travers le monde peuvent connaître le nom de cet hôpital-là? Oui, bien sûr. Est-ce que juridiquement, judiciairement, on peut le dire? On peut le dire parce que donc, nous avons donc écrit un livre, en tout cas donc Maître, qui va donc intervenir tout à l'heure. Ce livre s'appelle donc l'affaire Eliane Kabil, et au dos de ce livre, nous avons écrit, il a écrit donc un hôpital public, celui de Gonesse, en banlieue de Paris, a assassiné une patiente venue pour une petite douleur à la jambe. C'était en février 2001. Depuis lors, la famille réclame justice sans succès. L'auteur de ce livre, c'est votre avocat? C'est mon avocat qui s'appelle... Un avocat charismatique, connu sur la place de France, si on peut le dire. Oui. Dominique Kounkou. Tout à fait. C'est Dominique Kounkou. C'est non seulement un avocat qui mérite, en tout cas, à être connu de plus en plus, parce que rares sont les avocats devant les menaces qui cèdent ou qui résistent face aux menaces. Lui, il a résisté, il n'a pas cédé.
Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il en parlera tout à l'heure, il ne peut toujours pas exercer dans sa profession. Ça fait plus de 4 ans déjà qu'il ne peut pas exercer. On l'empêche d'exercer, on l'empêche de défendre parce qu'il fait peur, parce que les questions qu'il pose dérangent fortement le milieu judiciaire, politique, médicaux. Et la seule façon de faire barrage, en tout cas d'empêcher que la vérité surgisse, c'est de le sanctionner dans sa profession. Bon, mais ce qui est évident maintenant, c'est quoi? C'est que on a caché la vérité qui a émergé. Oui, on a caché la vérité, et puis on l'a caché à plusieurs niveaux, mais en même temps, on l'a caché, oui et non, parce que dans tout le parcours, donc on peut découvrir que toutes les pièces sont là. On découvre, par exemple, et depuis le début, ils auraient pu, s'ils avaient voulu, quand on voit que au moment où elle est décédée, donc on a demandé donc une autopsie, mais on découvre que ces 2 corps qui vont se déplacer le 19 février 2001 pour une autopsie qui s'est pratiquée le 16 février 2001. Alors qu'on m'explique comment on peut déplacer des corps le 19 février 2001 et 2 corps, alors qu'on n'a qu'un nom et un seul corps, et là, on a 2 corps et un seul nom qui se déplacent. Bon, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est que l'acte de décès, la date mentionnée, c'est le 13. Oui, tout à fait. Et dans le rapport d'un expert, il marque que votre maman, Eliane Kabyl, était décédée le 9. Tout à fait. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. C'est un vrai document. C'est un vrai document. Et puis c'est un document qu'on ne peut pas contester puisque c'est un document qui a été rédigé par un expert. Et on sait très bien que lorsqu'un expert s'exprime, il faudrait 2 avis d'experts pour venir le contrer. Jusqu'à l'heure, aucun expert n'est venu le contrer sur ce terrain-là. Et puis un expert, il sait lire un courrier, il sait lire le contenu, il sait reconnaître quand même une lettre, il sait lire une date. Et donc il a mentionné la date dans ce courrier, qui est donc là. C'est une lettre au service de médecine interne en date du 9 février 2001, adressée au médecin traitant. Et il conclut dans ce courrier: pendant son séjour en réanimation et malgré la poursuite du traitement antibiotique, décès par choc septique. Donc il annonce le décès le 9. Or, sur les actes de décès, on découvre que c'est la date du 13 février 2001 qui a été retenue pour enregistrer son décès. Mais c'est vrai qu'en plus, ce qui reste fallacieux on retrouve donc des faux en écriture publique, puisqu'on se retrouve avec 2 actes de décès pour une seule personne. Acte 81, Eliane Kabyl. Acte 90, Eliane Kabyl. Or, celui qu'on a vu de façon officielle, c'est le 90. C'est celui qui nous a servi à faire toutes les démarches pour clôturer ses comptes, pour reporter sur le livret de famille. Et des années plus tard, 14 ans plus tard, sous les conseils de notre avocat, Maître Dominique Kounkou, il me demande d'aller donc vérifier l'état civil des actes de décès de ma maman. Et grande surprise, on me donne l'acte 81. Et je découvre qu'ils ont déplacé ce qu'on appelle une pièce maîtresse de l'acte d'état civil, qu'on appelle... on l'appelle le corps de l'état civil. C'est comme si vous avez donc un mur porteur, et si on déplace ce mur, si on le détruit, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Donc c'est la raison pour laquelle jamais on peut modifier cette partie du bas de l'état civil qui est soulignée par plein de petits pointillés, plein de petites croix. Et c'est la date de décès ainsi que toutes les personnes avec l'horaire des personnes qui étaient présentes. Parce que si on modifie un de ces éléments-là, ça sous-entend qu'on a fait une fausse déclaration des personnes présentes ainsi que de l'horaire. Donc il faudra avoir la preuve de cette partie fausse pour pouvoir modifier cet élément. Et donc ça engendrerait donc des conséquences juridiques, et c'est exactement ce qui s'est fait. Ils ont donc modifié la date du décès, ils ont mis 14 février 2001 sur l'acte 81, et ils ont mis la date du 21 février sur l'acte 90, sachant qu'on a 24 heures pour faire une déclaration de décès. Et là, si on prend les 2 actes, ça sous-entend qu'elle est morte 2 fois. Elle est morte le 13 février 2001, donc on le déclare le 14, ce qui est normal. Et si on le déclare le 21,
ça veut dire qu'elle est morte le 20 février 2001. Elle serait morte 2 fois d'après eux. Bon, mais comment s'est passé le deuil? Comme on dit en lingala, le matanga. Mais apparemment, c'était très compliqué. Oui, le deuil jusqu'à l'heure, on ne l'a jamais fait, on ne peut pas le faire. Comment faire un deuil quand vous n'avez pas de corps? Comment faire un deuil quand vous n'avez même pas de lieu où, justement, se recueillir sur la tombe? Parce que la tombe, effectivement, alors les photos sont là aussi pour le montrer, donc on a effectivement mis le corps de notre maman dans un cercueil. C'est bien ce corps qu'on a emmené donc dans ce lieu de sépulture. Mais, entre-temps, ils sont venus déterrer le corps, le cercueil, ils ont pris la totalité. C'est ce qui fait que sur les photos, on découvre que, par rapport à la facture, que c'est bien ce cercueil qu'on a acheté, c'est bien ce cercueil qu'on a mis en terre, puisque les photos l'attestent. Mais quand on ressort le cercueil 2 ans et demi après, c'est plus le même cercueil. Le contenu n'est plus non plus le même. Donc c'est pas une surprise non plus, mais c'est des choses qui sont nouvelles pour nous. Bon, Matondi Mingi, c'est-à-dire merci beaucoup, c'est en lingala. Vous êtes venu avec un membre de votre comité. Oui. C'est un psychosociologue. Donc, c'est Christian Cotten qui va donc intervenir dans peu de temps, ouais. Qui est donc psychosociologue, qui me suit dans cette affaire depuis plus de 10 ans. Et donc, c'est un soutien de taille, parce que c'est vrai que rien ne l'effraie dans ce dossier. Il est relativement tenace. Et donc, ça nous permet aujourd'hui, en tout cas, de faire face à cette imposture judiciaire. Donc, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose d'imposture judiciaire. Donc, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et merci pour continuer à évoquer cette affaire très complexe et très compliquée. Nous recevons maintenant M. Christian Cotten pour évoquer la suite de cette affaire. Bon, Bande Koba Bolingo, Likambo Eza Mbilinga. Chers amis à travers le monde, je parle des amis internautes, cette affaire est Mbilinga, c'est-à-dire très compliquée. Bonjour, M. Christian Cotten. Bonjour. Ouais. Est-ce que où en sommes-nous judiciairement dans cette histoire compliquée? Parce qu'il y a un cadavre qui a disparu. Je ne sais et puis la famille, on peut dire que la famille reçoit des coups. Parce que moi j'ai vu la petite sœur de la maman de Thierry. De Thierry. Qui m'a dit qu'elle était poursuivie, mais ça fait ça fait quelques années. Oui, ça fait des années. Mais où en sommes-nous judiciairement? Nous sommes dans une guerre autour d'une poubelle. Ça fait à peu près 20 ans que je m'intéresse à ce que j'appelle les poubelles de l'État français. Il y en a quelques-unes. Celle-là est assez magnifique. Elle est assez magnifique parce qu'elle est exemplaire du fonctionnement collectif de l'État français, administration, système judiciaire. Effectivement, l'histoire est complexe. Oui et non. Nous avons perdu un cadavre. Nous ne savons pas où est le cadavre d'Eliane Kabyl. Thierry a peut-être vu des morceaux, des restes, peut-être. Je dis peut-être parce que ce qui a été présenté au moment de l'exhumation 2 ans et demi après l'enterrement, ce n'est pas le cercueil dans lequel Eliane Kabyl a été enterrée. C'est un autre cercueil. On ne sait pas d'où il sort, celui-là. Mais ce n'est pas le sien, première chose. Ce qui a été présenté, Thierry l'expliquait tout à l'heure, c'est une bouillie de chair humaine, avec une cage thoracique d'enfant. Et on ne sait pas d'où ça sort non plus. L'institution a prétendu que c'était bien le cadavre d'Eliane Kabyl. Thierry a expliqué tout à l'heure que non, manque de chance, ça ne pouvait pas l'être, pour plein de raisons, notamment l'histoire du dentier. Nous n'avons plus le cercueil, nous n'avons plus le corps d'Eliane Kabyl. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que par contre, nous avons des états civils en surnombre. Et par-dessus tout cela, et c'est ça qui m'intéresse encore plus que tout le reste, c'est comment l'institution judiciaire et les services de l'État concernés gèrent-ils un tel dossier.
Et ce dont on s'aperçoit, ce que l'on comprend au fil des années, c'est que la loi qui est appliquée, la seule loi qui est appliquée dans ce dossier, par l'institution judiciaire, par les administrations, la mairie de Gonesse, la mairie de Sarcelles, la seule loi qui est appliquée, c'est la loi de l'omerta. Et là, ça devient vraiment intéressant. Comment est-ce que notre société gère ce qui s'appelle un crime en bande organisée, parce que pour arriver au résultat auquel on est arrivé, à savoir la disparition d'un cercueil, la disparition d'un cadavre, on ne sait pas la date exacte à laquelle elle est morte. On ne sait pas qui a été réellement autopsié et a fait l'objet de rapports d'autopsie. On ne sait pas. Plusieurs voyages au même nom, signés par le même officier de police judiciaire. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau judiciaire ? Judiciairement. Beaucoup de procédures. Beaucoup de procédures ont été faites. Nous nous sommes rencontrés avec Thierry en 2007. À l'époque, j'étais poursuivi avec quelqu'un d'autre, avec une amie, au motif que j'avais quelque peu porté atteinte à l'honneur de la magistrature en dénonçant certaines situations criminelles, dont celle de Thierry Kabyl. Ça, c'était en 2007. L'institution judiciaire était déjà largement informée à l'époque de ce dossier. En 2014, nous avons initié une démarche consistant à mettre en cause la responsabilité de l'État pour déni de justice, dysfonctionnement du système judiciaire, et nous avons donc poursuivi l'agent judiciaire de l'État, un certain Jean Maillat à l'époque. Nous l'avons poursuivi au civil, nous l'avons poursuivi au pénal, bien entendu. Comme nous nous y attendions d'ailleurs, nous avons été déboutés au motif que circuler, il n'y a rien à voir, tout est normal, il est normal que le cercueil ait disparu, il est normal que le cadavre ait disparu, il est encore plus normal que vous ayez deux actes d'état civil au même nom, à deux dates différentes. Je vais y revenir tout à l'heure parce que mais c'est légal, ça. On est dans l'illégalité la plus totale, on est dans le trafic d'état civil, d'accord ? On est dans des faux en écriture publique, commis par des agents de la mairie de Gonesse, sous la responsabilité juridique du maire de Gonesse, M. Jean-Pierre Blazy, qui n'est pas très content depuis quelques mois, parce que nous disons la vérité dans différents cadres, dans différents lieux. Merci de votre accueil pour cela. Il n'est pas très content, mais la vérité, la réalité, elle est là. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire un débat avec, bien sûr, demain matin, nous en avons déjà tenu quelques-uns devant des tribunaux, à Pontoise, il n'y a pas très longtemps, avec une présidente qui a parfaitement compris le dossier, et puis qui a conclu à la fin, on va quand même vous punir, 1500 € d'amende. Mais rassurez-vous, si vous restez tranquille pendant 3 ans, vous n'aurez même pas à payer l'amende. Ils sont très très mal avec ce dossier, parce qu'ils ont tous compris qu'il y avait de très très gros bugs. Résumons très simplement. Au fil des mois, des semaines, des mois, des discussions avec Maître Dominique Kounkou, avec Thierry Kabyl, avec d'autres amis, Thierry est allé enquêter pour essayer de comprendre. Et nous avons sorti, en quelque sorte, des archives de la mairie de Gonesse, avec quelques difficultés, mais sans plus, nous avons sorti un certain nombre de documents. Et nous sommes arrivés à un premier document, qui est l'acte 81 dont parlait Thierry Kabyl tout à l'heure, établi un 14 février pour un décès du 13. Et puis nous avons un deuxième document, établi le 21 février, toujours pour un décès du 13, et toujours au nom d'Eliane Kabyl, très exactement Eliane Guéredra, épouse Kabyl. Et puis nous avons encore un troisième document. Alors celui-là, il est fascinant. Il a été établi le même jour, à la même heure que l'acte de décès d'Eliane Kabyl, mais avec un autre nom, d'une autre personne, qui n'a rien à voir avec l'histoire. C'est la première page du livre que vous avez vu tout à l'heure, qu'a montré Thierry. On voit bien un premier acte marqué annulé au crayon, ce qui est totalement interdit par la réglementation sur la tenue des registres d'état civil. Et puis en dessous, on voit un autre acte avec un autre nom, établi par le même officier d'état civil, établi par le même officier de police judiciaire, le même jour, sur une même page. C'est-à-dire qu'on est dans du bricolage des actes d'état civil. Alors non seulement on est dans du bricolage, mais ce qui est
particulièrement intéressant, c'est que nous avons réussi à montrer que ce bricolage des actes d'état civil était fondé sur un trucage du logiciel. Il faudrait pour cela reprendre les documents un par un, c'est ce que nous faisons d'ailleurs lorsque nous allons dans les tribunaux pour expliquer tout cela. Nous avons, dans les différents actes que nous avons sortis 3 actes qui sont calibrés d'une certaine manière, avec une certaine distance Cotten, entre la marge droite et la marge Cotten, gauche. est-ce qu'ici en France, oui. le faux usage des faux... Oh ben c'est beaucoup d'années de prison. C'est beaucoup d'années de prison. D'accord. C'est beaucoup d'années de prison. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier ? On a de multiples trafics qui ont été couverts et mis en œuvre par des représentants de l'État, municipalités, hôpital, services funéraires sur Gonesse. Un certain nombre de gens ont commis des irrégularités qui sont flagrantes, mais s'exerce en tout premier lieu un principe très basique dans la culture collective de l'administration française, ça s'appelle le principe de la solidarité tribale. Lorsque l'on est fonctionnaire français, d'État ou territorial ou hospitalier, on fait partie d'une seule et grande famille. Ça s'appelle la tribu des fonctionnaires. Et au sein de cette tribu, si quelqu'un commet un meurtre, il va être couvert au nom de la solidarité tribale. Mais est-ce que vous avez contacté des élus des Antilles, par exemple, pour intervenir? Il y a beaucoup de gens aux Antilles qui connaissent ce dossier et qui ne sont pas très surpris, à vrai dire. Il y a un certain nombre d'élus qui sont parfaitement informés de ce dossier. Rares sont ceux qui répondent. On préfère ignorer. On préfère ignorer parce que c'est une vraie poubelle, et ce dont nous nous apercevons, c'est que personne ne sait quoi en faire aujourd'hui au sein du système judiciaire. Nous avons entrepris plus récemment une démarche qui consiste à convoquer le 11 juillet prochain au tribunal de grande instance de Paris, c'est très exactement la chambre correctionnelle 13-2 à 13h30. J'invite tous ceux qui veulent suivre ce dossier de près à venir à cette séquence, à cette audience judiciaire du 11 juillet, chambre 13-2 à 13h30. Nous convoquons là 5 personnes. Donc c'est vous qui portez plainte? C'est Thierry Cabil, c'est au nom de Thierry Cabil, c'est une citation directe pour non-dénonciation de crime. Tout simplement, non-dénonciation de crime. Nous convoquons d'une part le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blazy, qui était maire et député, je crois, à l'époque de la ville de Gonesse, en 2001. Il était déjà le maire à l'époque. Donc il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. C'est difficile. Bon, à ce stade-là, comme on attend ce procès, est-ce que il est imaginable, est-ce qu'on peut imaginer que vous puissiez saisir le chef d'État de la République française, le président de la République? Ah, ça a déjà été fait, mais c'est très gentil. C'est très gentil de faire ça, oui, oui. On a une très gentille réponse. C'est pas moi, c'est l'autre. Enfin, c'est le principe de base du fonctionnement de l'État français. Un guichetier a un chef qui est plus responsable que lui. Le chef a un autre chef qui est plus responsable que lui. Et puis ainsi de suite, on remonte jusqu'au président de la République. Et puis au niveau du président de la République, on fait demi-tour. Ce sont les services qui sont responsables. Lorsqu'une histoire pareille arrive au sein de l'État français, on joue à la patate chaude. Je te passe la patate chaude que tu vas repasser à quelqu'un d'autre, et ça dure comme ça depuis 20 ans. Bon, sans aucun problème. Ouais. Je termine, parce que la liste est importante. Nous convoquons le maire de Gonesse. Nous convoquons ce que j'appelle dans l'histoire, avec un terme un peu péjoratif, la fliquette de l'histoire. C'est une officier de police judiciaire qui est l'auteur elle-même des faux. C'est manifeste, c'est elle qui a signé, qui a mis son nom dans les 2 faux actes d'état civil. Nous convoquons le directeur de la société informatique qui fournit le logiciel de gestion de 50% des actes d'état civil français. C'est le premier logiciel de gestion utilisé dans les mairies. Le logiciel qui s'appelle Mélodie, fabriqué par la société Arpège.
Pourquoi nous le convoquons? Parce que nous montrons que son logiciel n'est pas sécurisé. C'est un logiciel qui est agréé par le Trésor public, qui est agréé par l'INSEE, et nous démontrons, preuve à l'appui, avec de la typographie et une règle et un décimètre pour prendre les mesures, nous démontrons que les papiers qui sont sortis de la mairie de Gonesse, sur 4 des papiers, il y en a un qui est sorti d'un autre logiciel, ou d'une autre version du logiciel. C'est-à-dire qu'il y a un trucage informatique. Lorsque nous avons découvert cela, nous n'avons pas été véritablement complètement étonnés. Pourquoi? Parce que j'ai des amis qui m'ont raconté en détail comment, dans certaines villes de France, on savait truquer ce qui sortait de l'état civil. Tu veux un passeport français? T'as 20 000 euros? T'as 20 000 euros? Tu veux un passeport français? Ok, banco. J'ai un pote à la mairie de... Je peux citer des noms là, précis. Je vais m'en abstenir là dans l'instant. On ne va pas s'embarquer avec des procès avec la ville de Nice, par exemple. Donc je ne l'ai pas cité. Tu veux un passeport? J'ai un pote à la mairie de Perpignan. Il sait faire des actes de décès, de naissance pour les femmes qui viennent des pays de l'Est par la mer Noire, qui arrivent en Italie, qui arrivent en Espagne, dans les bordels catalans, et qui ont besoin de faux papiers. Donc ce monsieur-là sera convoqué, et puis avec votre autorisation, ouais. Le maire de Gonesse, ouais. Le directeur de la société Arpège, ouais. Mais aussi le procureur de Pontoise. Oui. Parce que le procureur de Pontoise, depuis bientôt 20 ans, a tout fait pour étouffer la poubelle, mettre un couvercle sur la poubelle. Et puis, je parlais de l'officier de police judiciaire, bien sûr, et puis enfin, l'agent judiciaire de l'État, qui est le représentant de l'État lorsque celui-ci est poursuivi pour sa responsabilité. Et les gens de cet hôpital? Ça, c'est pour après, si besoin. Pour après, d'accord. Oui, parce que 5, déjà, ça va faire une belle mise en scène, ça va faire du monde, il va falloir que ces gens s'expliquent. Okay. Bon, nous allons suivre cette affaire dont nous recevons maintenant le troisième invité par rapport à cette affaire, c'est Maître Dominique Nkunku. Il est avocat, il se bat pour ce dossier compliqué, rendu très complexe par des gens. Maître Mbote, bonjour. Mbote Nayo. Okay. Ça va? Oui, ça va. Oh. Donc vous êtes dans cette émission qui est produite par magazine Ngambo Ngambo. Donc Ngambo d'une rive à l'autre. Oui. Donc en face il y a Congo-Brazza et de l'autre côté c'est Congo-Kinshasa. En face il y a le continent mère, Afrique. Et de l'autre côté, c'est la diaspora. En face, il y a les ancêtres. Et de l'autre côté, c'est nous, les vivants. Là, nous allons évoquer un mot... J'appartiens à ces deux Ngambo. Voilà. Ouais. Bon, mais... Oui, j'appartiens à ces deux Ngambo. Mais comment vous recevez des coups? Vous êtes avocat, vous défendez une cause. Ben, ça dit que c'est... être avocat est vraiment une fonction magnifique. Et j'ai même envie de dire que c'est peut-être l'une des meilleures fonctions qui existent. Mais sauf que on peut être avocat uniquement pour aller chercher le loyer des gens ou pour poursuivre ceux qui n'ont pas payé le loyer. Et là, on est sûr qu'on n'aura pas de problème. Mais dès l'instant qu'on prend des causes que tout le monde refuse, des causes qui touchent véritablement à l'humain, là, on dérange les systèmes. Parce que derrière les injustices, il y a ceux qui se nourrissent de l'injustice, ceux qui vivent l'injustice, c'est-à-dire ceux qui font de l'argent autour de l'humain. On rencontre cela ici. Quand j'avais pris le dossier de l'affaire Kabyle, hein, monsieur... C'était en quelle année? Oh, c'était dans les années 2007. Hein, je crois que c'est dans ces eaux-là, parfois... Avec le temps, vous voyez, ça fait longtemps qu'on a suivi ce dossier. Je rencontre aussi les mêmes problèmes. Quand j'ai pris ce qu'on appelle au Congo, au Brazzaville, l'affaire de Lari, j'ai écrit un livre sur les génocides de Lari. Tout le monde on a fait un problème au Congo, tout le pouvoir a été ébranlé, on a interdit mes livres, on m'a interdit même d'être présent dans mon pays. Et donc, c'est pour dire que dès l'instant qu'un avocat fait sérieusement son travail, il est en danger. Et il est un danger aussi pour tout un système. Et c'est... Mais dans
le monde entier, Oui. il a été proclamé que la France est un état de droit. Comment vous expliquez ça par rapport au coup que vous recevez? Vous êtes avocat Oui. dans cette affaire Oui. où M. Thierry Kabil a perdu sa mère, Eliane Kabil. Oui. Mais pourquoi vous recevez des coups, des coups terribles? Ben, c'est-à-dire Donc vous ne pouvez plus exercer alors? Oh, si d'une certaine manière. C'est-à-dire que on m'avait mis dans le système de liquidation, ça a été clôturé. Actuellement, j'allais exercer, on a prononcé une interdiction provisoire, ce qui est tout à fait non seulement inouï, mais également impensable. J'ai attaqué cette décision qui, je suis sûr, va être levée. Donc, je vais me remettre à exercer. Dans le travail, je travaille avec des confrères, ainsi de suite. C'est-à-dire que... Mais peut-être ça, c'est une chose importante, et surtout pour votre public, de savoir qu'il y a parfois des principes et il y a les dysfonctionnements. Tout à l'heure, mes amis qui sont venus avant ont parlé du dysfonctionnement de l'État français. Et l'État français le sait lui-même, parce que c'est pas pour rien qu'on réfléchit de plus en plus en profondeur sur le problème de l'État, sur la justice. L'État français a proclamé des principes, et ces principes sont universels. Il y a eu même des grands principes qui ont dépassé le cadre typiquement français. Qui sont devenus même des références dans le monde entier, mais il se trouve que ces principes sont appliqués dans un contexte déterminé et sont appliqués aussi dans un système qui nourrit le système. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Oh, tout à fait. Mais comment vous êtes arrivé à cette affaire pour défendre ce dossier Eliane Kabil, l'affaire Eliane Kabil? Ben, c'est-à-dire que, bon, j'ai été contacté parce que il se trouve, c'est vrai que ce n'est point pour se lancer des fleurs, hein, mais je crois que je fais partie quand même des avocats exerçant en France qui sont très connus. Et donc, les gens savent que ce que je tiens de ma foi, je suis chrétien, c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il me donne ce que Paul Tillich appelait le courage d'être. Et j'ai un courage d'être dans les affaires. Ce n'est pas du tout de l'insouciance, mais c'est simplement le fait de prendre en main des dossiers qui font peur à des confrères. Parce que je me rappelle dans l'affaire Kabil, une consoeur auquel j'ai succédé avait dit je ne peux pas suivre votre affaire parce que j'ai des petits-enfants. Vous comprenez ce que cela signifie. Donc j'ai été contacté par la famille Kabil, qui était pratiquement en panne d'avocat, qui ne savait plus comment traiter ce dossier et qui voyait bien pourtant qu'il y avait une justice à faire nette, mais que ça demandait quelqu'un qui puisse la porter pour que cette justice enfin arrive. Et donc c'est comme cela que je suis entré dans ce dossier. Je précise que le lendemain du jour où j'ai pris ce dossier, j'ai eu mon appartement dans le 16e qui avait été visité. On m'a volé un ordinateur. On croyait que c'était l'ordinateur dans lequel j'avais le dossier, mais en fait c'était celui de mon épouse. Donc vous comprenez un peu le contexte. Mais quand vous allez au tribunal, oui. Et ça se passe comment? L'ambiance avec les autres avocats, et ça se passe comment avec la partie adverse? Souvent, c'est pas amiable. Pourtant, les avocats se doivent la courtoisie, mais il n'y a pas beaucoup de courtoisie dans l'exercice du métier, dans un dossier comme celui-là. Il faudrait savoir que quand on a pris le dossier était pratiquement mort, comme on dit judiciairement. Tous les délais étaient prescrits, il n'y avait pratiquement plus rien à faire, parce que c'est pratiquement vers ça qu'on tendait le dossier. Et nous avons réfléchi et on s'est rendu compte qu'il restait un seul angle, et cet angle, c'est le fait d'attaquer l'État français, parce que l'État se doit quand même de protéger ses citoyens. Madame Kabil est citoyenne, elle est française. Donc l'État lui devait protection, et il s'est trouvé que cela n'a pas été. Et donc, c'est ce qui fait que, en attaquant l'État directement, ça a été évidemment le coup à la fois auquel on ne s'attendait pas, mais également, ça a été le coup le plus difficile. Du coup, l'État s'est couvert de toutes les protections nécessaires à travers son agent judiciaire, qui était à l'époque M. Maya, qui est devenu le secrétaire général, je crois, du Conseil constitutionnel. Donc, c'est des personnalités fortes
c'est des niveaux très élevés et il faut parfois beaucoup plus que le courage, j'ai envie de dire, il faut de la foi pour pouvoir prendre des dossiers de ce genre. Donc voilà comment est-ce que j'ai pris ce dossier. Bon, depuis, le dossier a beaucoup évolué. Ils ont commis des erreurs. Par exemple, une des erreurs, on nous a dit on ne peut pas dédommager, indemniser la famille Kabyle parce que l'affaire est prescrite. OK. Quand on examine la prescription, en réalité, il n'y a pas de prescription, puisque les Kabyles n'ont jamais eu comment on peut appeler ça, n'ont jamais eu un jugement en leur faveur. C'est-à-dire parce qu'il y a des délais, il y a 3 ans, au bout de 3 ans, on ne peut plus demander à l'État de pouvoir vous payer ce qu'on vous devait s'il y a eu un jugement qui était prononcé. Et là, ils ont dit non, de toutes les façons, les délais étaient prescrits. Or, l'erreur qu'ils ont commise, et là je rends justice à mon confrère du Conseil d'État, de la Cour de cassation, qui a pu constater que c'est le fameux jugement sur lequel ils s'appuyaient, la fameuse décision sur laquelle ils fondaient leur prescription, n'a jamais été signifiée à la famille Kabyle. Ça signifie que le délai, en fait, jusqu'à présent, le délai court toujours. Donc, du coup, on retombe devant un cas difficile, parce que c'est toujours cela, c'est une mafia qui existe, il faut appeler les choses par leur nom. Et cette mafia n'avait pas prévu qu'il y aurait des erreurs judiciaires. Ils ont commis des erreurs de droit, et ces erreurs, maintenant, doivent être réparées. Maître Dominique Kunku, vous avez écrit ce livre. Oui. Et où est-ce qu'on peut le trouver vu des complications que vous êtes en train d'expliquer? Est-ce que c'est en vente libre? Ah oui, c'est quand même cela qu'il faut reconnaître. Voilà le livre L'affaire Kabyle, et c'est un livre bien écrit, c'est un livre très intelligent, et c'est un livre aussi qui se lit comme un roman. On a voulu, c'est tout un travail d'équipe, hein, Monsieur Kabyle, et on peut le trouver à la FNAC. D'accord. Donc nous allons faire une émission bientôt par rapport à ce livre et par rapport à l'autre livre que vous avez... Les génocides de Lari. Oh là là, vous allez vous trouver en difficulté avec l'autre Ngambo. Mais en tout cas, est-il que c'est un livre... Non, mais ils ont un droit de réponse. Ils peuvent faire un débat avec vous. Je suis tout à fait disponible. Je sais que depuis que j'ai écrit c'est un petit livre. Hein. Depuis que je l'ai écrit, il y a eu 2 livres qui ont été écrits contre moi. Il y a eu des émissions qui ont été faites là-bas. Le pouvoir a rassemblé tous les ambassadeurs et tous les agents diplomatiques pour dire que Kunku a menti. On a même dit que je ne suis pas docteur, on a même dit que je ne suis pas avocat. Enfin, voilà. Mais maître, au Congo-Brazza, oui. l'État oui. Parle de la liberté de la presse. Nous, si on vous invite, oui. On tient compte de ce principe-là, de la liberté de la presse. Mais dans ce livre, il y a beaucoup de... L'affaire Thierry... Kabyle. L'affaire Kabyle. Oui. Il y a beaucoup des documents. D'illustrations, oui. Beaucoup de documents. C'est ça qui est vrai. Ouais. Et je crois que ce dossier, nous sommes très, très à l'aise là-dessus parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble avec M. Koten qui était là et surtout avec M. Kabyle. Et quand à un moment donné, il y avait une difficulté, j'avais demandé à M. Kabyle d'aller regarder du côté des actes d'état civil. Donc c'est fort documenté. Ah oui, c'est fort documenté. C'est une affaire pour moi qui est... Je dirais, il y a des fausses résistances. Et il faudrait que l'État regarde cela, parce que de plus en plus, on se rend compte que même derrière les attentats, là je crois que nous sommes contactés par des personnes, que derrière les attentats, il y a quand même des gens qui se sont servis. Alors que c'était une cause nationale, alors que c'était des douleurs énormes. Mais pourquoi, d'après vous, on appelle l'affaire Eliane Kabyle l'affaire emblématique des trafics d'organes et de disparition de cadavres? Mais pourquoi est-ce que c'est une affaire emblématique? Parce qu'il y a beaucoup de cas maintenant. Non, mais d'abord, la première chose, si vous connaissez la loi, il y a une loi qui est sortie, parce que là aussi la précipitation des choses. Quand on a pris l'affaire Kabyle, ils ont cru éteindre l'affaire en créant une loi. Vous savez que maintenant, même vos organes à vous, si vous faites un accident, on peut les prendre et il faut que vous ayez fait préalablement une déclaration. Et même, il y a aussi des conditions, même s'il y a eu des déclarations, pour qu'on n'utilise pas votre corps. C'est-à-dire pour faire le trafic d'organes, pour donner des organes. Donc c'est une loi qui est venue à la suite de cette affaire Kabyle. Deuxième chose, c'est que... pourquoi elle est emblématique? Parce que depuis que cette affaire
nous la traitons. Il y a maintenant, comme on dit, des gens parlent. Les gens parlent. Et comme ils parlent maintenant, on se rend compte que c'est courant, c'est des pratiques courantes. Surtout les Africains, les Noirs, les Antillais devraient faire très très attention. D'accord. Il y a beaucoup de disparitions. Maître, je vous remercie beaucoup. Matondi Mingi, accent Tissana, tout tondele, toi Sakidila, donc on se voit dans quelques jours pour une nouvelle émission sur l'affaire Eliane Kabylie. Maintenant, nous terminons cette émission par notre jeu concours, mon mécano, qui évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidjé. C'est une Congolaise de la République démocratique du Congo. Et quel est le nom de ce sportif européen originaire de la République démocratique du Congo qui a financé le dictionnaire Bago Lingala du feu professeur Kawata HMTM? Je vous remercie. À bientôt.